Elle a quitté la villa de Capri à 23h17, robe ivoire, cheveux encore humides de la mer, un parfum de néroli derrière elle. J'ai vu sa silhouette glisser dans le couloir de marbre comme une ombre impatiente. Elle n'a pas pris de sac, seulement cette clé dorée qu'elle portait en pendentif, la clé du coffre mural. Les invités riaient encore sur la terrasse, entre bouteilles de Barolo et lanternes suspendues. Depuis le mouillage, les yachts scintillaient comme des constellations privées. J'étais sa confidente et son attachée de presse improvisée, celle qui effaçait les traces, qui répondait « Tout va bien » aux journalistes. Cette nuit-là, mes réponses se sont vidées de sens. Dans son salon, le coffre était entrouvert. Manquait un bracelet art déco, un carnet de cuir et une photographie pliée en 4. Sur la table, un verre où restaient ses empreintes et un rouge à lèvres presque neuf. La musique couvrait le bruit de mes battements. J'ai compris que ce n'était pas une fugue capricieuse. À 23h29, un moteur a ronronné au pied de l'escalier de pierre. J'ai couru jusqu'au belvédère. Une berline noire sans plaque visible, vitre miroir. À l'arrière, une main a glissé un rideau de soie. Était-ce la sienne? Ou celle de l'homme qu'elle appelait mon fantôme, celui dont je n'ai jamais connu le nom, seulement l'odeur de tabac blond sur ses lettres brûlées? À minuit, la villa s'est refermée sur ses secrets. Les gardes ont dit n'avoir rien vu, les caméras n'ont soudain rien enregistré. J'ai composé son numéro, puis le mien, puis le silence. On ne l'a jamais revu. Mais chaque détail de cette nuit continue de me hanter, surtout la clé dorée que je porte encore et qui n'ouvre plus rien. Je m'appelle Anaïs et j'ai grandi avec elle dans les internats où l'on apprend d'abord à se taire. Officiellement, j'étais sa conseillère en images. Réellement, j'étais sa dernière pièce stable. Elle héritait d'hôtels privés, de participations invisibles, d'un nom qui ouvrait des portes et en fermait d'autres avec fracas. Moi, je lui rappelais d'où venait sa voix quand tout le reste l'étouffait. Le monde qui l'entourait sentait le cuir neuf, le champagne nocturne et la peur policée. On y confond la loyauté avec la confidentialité, l'amour avec la discrétion tarifée. J'ai appris à lire les reflets sur les vitres fumées, à déchiffrer un agenda qui changeait sous pression, dîners culturels, fondations caritatives, traversées en yacht où l'on signait des pactes sans en prononcer le mot. Notre lien, je le portais comme une dette. Elle m'avait tiré d'une vie ordinaire, je la protégeais d'une vie trop grande pour elle. Pourtant, dans l'angle mort des réceptions, un fil interdit s'était tendu. Un amant dont je ne saurais peut-être jamais s'il fut salut ou piège. Elle me confiait des fragments, un rire dans un ascenseur, une promesse au téléphone, un rendez-vous sans adresse. Cette nuit à Capri a brisé l'équilibre. Les bijoux manquants n'étaient pas les plus précieux, c'est le carnet qui valait des fortunes. Ces pages où se croisaient magnates, politiques et fondations écrans. Depuis sa disparition, les couloirs se sont remplis de sourires professionnels et d'yeux qui ne clignent pas. On m'invite à oublier, on m'offre des contrats. J'ai choisi de raconter. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que le silence nourrit les monstres. Je vous dirai ce que j'ai vu, ce que j'ai compris trop tard et ce que j'ai refusé d'enterrer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire de quel pays et quelle ville vous nous regardez. La dernière fois que je l'ai vue vivante, elle portait cette robe ivoire qui semblait faite pour se dissoudre dans la lumière. Ses talons claquaient sur le marbre comme un code secret, une séquence que seul un initié aurait pu déchiffrer. Elle ne m'a pas regardée, ou peut-être qu'elle a feint de ne pas le faire. Dans la villa, les convives s'agitaient encore autour des buffets de fruits exotiques et des plateaux d'argenterie. Le rire d'un magnate couvrait la musique. Je savais qu'elle n'aimait pas ces fêtes, qu'elle s'y noyait derrière son sourire appris. Pourtant, ce soir-là, elle avait cette intensité particulière, une fébrilité qui me glaçait. Elle s'est arrêtée un instant devant la baie vitrée. Son reflet se superposait aux lumières du port, et j'ai cru voir une ombre derrière elle, un profil que je ne reconnus pas. Quand j'ai cligné des yeux, il n'y avait plus rien, seulement le reflet tremblant des chandeliers. À 23h10, elle m'a glissé quelques mots. « Si quelqu'un demande, dis que je dors. » Puis elle a posé sa main sur la mienne, furtive, comme pour me remercier ou m'avertir. Sa paume était glaciale, inhabituelle pour elle qui brûlait toujours d'impatience. Je l'ai suivie discrètement dans le couloir qui menait à son salon privé. Le coffre était entrouvert, les bijoux encore en place, mais le carnet avait disparu. Je n'ai pas osé lui demander pourquoi.
Elle s'est contentée d'un sourire serré, presque coupable. Derrière la porte, on entendait le murmure de la mer, ce ressac régulier qui semblait vouloir avertir. Elle a ouvert la fenêtre, laissant entrer le vent chargé de sel et d'orage. Sa robe flottait comme une voile en fuite. Elle a regardé sa montre à gousset, une pièce héritée de son grand-père. Je savais qu'elle détestait être en retard, mais ce n'était pas un dîner mondain qu'elle craignait de manquer. C'était une rencontre clandestine. Son regard brillait d'une intensité qui ne ressemblait ni à la peur ni à la joie. J'ai voulu l'arrêter, dire que je pressentais un danger, mais mes mots sont restés coincés. Elle m'a devancé. « Tu ne comprends pas, Anaïs. Ce soir, c'est la fin ou le commencement. » Puis elle a refermé la fenêtre avec une délicatesse solennelle. Quelques minutes plus tard, la berline noire est apparue en contrebas. Je l'ai vue descendre les marches de pierre, sa silhouette absorbée par les ombres. Elle ne s'est pas retournée. J'ai crié son nom, mais ma voix s'est éteinte avant de la rejoindre. Quand les portières se sont refermées, un frisson a parcouru toute la villa. Les convives riaient toujours, inconscients. Moi, je savais que ce n'était pas une simple sortie nocturne. C'était le dernier instant où elle m'appartenait encore, avant que Capri et ses secrets ne l'engloutissent. La dernière fois que je l'ai vue vivante, elle portait cette robe ivoire qui semblait se dissoudre dans la lumière des lustres. Ses talons claquaient sur le marbre comme un code secret, un morse discret que seuls nos silences savaient lire. Elle ne m'a pas regardée, ou peut-être a-t-elle choisi de s'absenter de mon reflet. Je me suis demandé si elle quittait une fête, ou si la fête la quittait. Dans son sillage demeurait ce parfum de Néroli, promesse et adieu. Je savais déjà que quelque chose s'était déplacé dans son regard, une pièce de l'échiquier que personne n'avait vu bouger. La villa vibrait d'une gaieté trop sûre d'elle, faite de coupes résonnantes, de rires polis, de compliments calibrés. Le chef faisait circuler des plateaux d'argenterie où les mangues semblaient des soleils dociles. Un magnat lançait une anecdote héroïque et tout le monde riait, à contretemps de la mer. Je savais qu'elle détestait ces cérémonies du paraître. Ce soir-là, pourtant, elle s'y mouvait comme une actrice qui accepte son dernier rôle. Elle s'est figée devant la baie vitrée où Capri se mirait, sombre et or. Dans le verre, j'ai cru distinguer une silhouette en retrait, un profil que ma mémoire refuse encore de fixer. J'ai cligné des yeux, l'ombre s'est défaite, mais un frisson est resté, précis comme une trace de sel sur la peau. Les chandeliers vibraient au rythme des conversations. Moi, je surveillais son souffle. Je notais ces micro-silences qui bourdonnent, ces battements d'ailes invisibles qui précèdent toujours une chute irrévocable, le pressentiment devenant méthode. À 23h10, elle m'a soufflé. « Si quelqu'un demande, dis que je dors. » Sa main a effleuré la mienne, furtive, glacée, comme si la chaleur désormais lui brûlait. Ce contact a scellé une décision prise ailleurs, loin de nous, peut-être dans un hôtel privé, peut-être sur le pont discret d'un yacht. J'ai hoché la tête, complice malgré la peur, témoin assigné d'une nuit qui n'allait pas nous pardonner. J'ai senti mon rôle changer de texture, passant de l'ombre protectrice au phare impuissant, trop tardif pour prévenir l'échouage annoncé. Son salon privé portait encore les traces d'une conversation interrompue. Un verre ourlé de rouge à lèvres, une cigarette éteinte avant d'exister, un talon abandonné près du tapis persan. Le coffre mural était entrouvert. Les bijoux brillaient, le carnet avait disparu. Ce carnet, relié de cuir sombre, contenant des rendez-vous sans adresse, des numéros appris par cœur, des initiales qui valaient plus que des noms. Elle a refermé le coffre sans un mot. Dans ma gorge montait une question sans ponctuation, car les réponses possibles avaient déjà été réparties entre les pages absentes du carnet. Je n'ai pas su quoi faire, sinon attendre encore. Au-delà des voilages, la mer reformulait la même phrase, vague après vague. Elle a ouvert la fenêtre, accueillant le vent chargé de sel et d'orage. Sa robe, soudain, a semblé respirer pour elle. « C'est ce soir, Anaïs », a-t-elle murmuré, comme si chaque lettre pesait. J'ai voulu parler, mais mon courage s'est dissous. Je connaissais la rumeur d'un amant, son fantôme, mais j'ignorais la nature de sa promesse. Au contact de la nuit, son visage prit une résolution minérale, comme si le marbre de la villa lui prêtait sa détermination. Elle a consulté sa montre à gousset, héritage de son grand-père, dictateur du temps familial. Elle haïssait le retard. Elle craignait l'attente. Ce n'était pas une réception qu'elle risquait de manquer. C'était une rencontre sans témoin. Son regard contenait une ardeur nue, ni joie ni peur.
plutôt cette volonté qui fend les serrures. Elle a glissé la clé dorée à son cou, plus proche qu'un secret, plus lourde qu'une alliance. Le tic-tac devint un coup près, une rosace d'instant. Je compris que ce soir-là, l'heure n'allait pas passer. C'était nous qui allions passer. Je l'ai suivie dans le couloir où les portraits d'ancêtres surveillaient l'époque avec mépris. Les pas de la sécurité passaient à distance, déjà absents. Elle m'a dit « Ne m'arrête pas ». Je lui ai demandé « Es-tu sûre de lui ?» Elle a souri comme on saigne. « Je suis sûre de moi ». Cette phrase m'habite encore, plus qu'un aveu, moins qu'une prière. La nuit, elle résonne contre ma cage thoracique. Je me suis surprise à trembler non d'effroi mais d'anticipation. Coupable de vouloir savoir. Criminelle d'aimer encore la vérité plus que la paix. La berline noire est apparue en contrebas, silencieuse comme une décision. Les vitres, miroirs froids, rendaient les visages interchangeables. Elle a descendu les marches de pierre sans se retourner. J'ai articulé son prénom. Le vent l'a déposé sur les citronniers. Une main a entrouvert le rideau de soie à l'arrière. Était-ce la sienne ou celle de l'homme qui parfumait ses lettres de tabac blond? Les portières ont refermé nos réponses. Quand le moteur a glissé vers la route côtière, la villa a changé de climat. Les convives riaient encore, mais l'air tenait la note d'un verre brisé. J'ai regagné le salon, le coffre, la fenêtre, le talon, témoin muet. J'ai composé son numéro, puis le mien, puis personne. Ce fut le dernier instant où elle m'appartenait. Le reste appartient à Capri, à la mer, aux hommes qui effacent les traces. La nuit ne répondait plus. Après sa disparition, le silence de la villa devint une prison sonore. Chaque couloir semblait répéter son nom. Chaque porte close me renvoyait l'écho de son absence. Pourtant, plus je fouillais ses traces, plus je découvrais des fragments d'elle que je n'avais jamais connus. Dans le double fond d'un tiroir de coiffeuse, j'ai trouvé un paquet de lettres scellées par une ficelle de soie. Les enveloppes n'étaient pas signées, mais l'écriture nerveuse parlait d'un serment interdit et d'un rendez-vous toujours au-delà des murs. Je savais que ce secret n'était pas né d'un simple caprice. Il pesait comme une dette. Chaque lettre évoquait un homme sans visage, décrit par ses absences plutôt que par ses présences. Elle écrivait « Ton silence m'enlace plus que tes bras ». J'ai relu ces phrases avec une jalousie trouble, car j'étais la confidente officielle. Et pourtant, une autre part d'elle avait été réservée à cet inconnu. Je me suis rappelé les soirs où elle disparaissait sous prétexte d'un dîner caritatif. Je comprends maintenant que ces dîners n'avaient ni menu ni convives, seulement des rendez-vous au bord du danger. Ce fantôme avait pris une place que ni fortune ni sang ne pouvaient lui offrir. J'ai trouvé aussi des photographies découpées, fragments de visage, profil masculin tronqué, mains posées sur une table, comme si elle avait voulu garder des souvenirs sans jamais révéler l'ensemble. Dans une boîte, un pendentif de verre contenait une mèche de cheveux châtains, sûrement à lui. Ce geste intime trahissait une passion interdite, un amour qui franchissait la frontière du possible. Dans ce monde de convenance, aimer un homme hors du cercle était plus qu'une faute. C'était une déclaration de guerre. Elle avait choisi le risque de la trahison contre la sécurité d'une cage dorée. Au fil de mes recherches, j'ai découvert que son carnet disparu contenait des comptes offshore, des rendez-vous avec des conseillers politiques, mais aussi des poèmes griffonnés entre deux chiffres. Cette dualité me hantait. La femme publique jonglant avec des fortunes invisibles et l'amante secrète écrivant des vers comme une adolescente. Cette collision révélait la fragilité d'une héritière prisonnière de son empire. Elle cherchait dans l'interdit un souffle qu'aucun yacht ni aucun diamant ne lui offrait. L'argent achetait son silence, mais cet homme semblait lui vendre le vertige d'exister. Peu à peu, je compris que je n'étais pas la seule à connaître l'existence de ce fantôme. Une gouvernante congédiée m'a confié qu'elle avait vu, à plusieurs reprises, un homme quitter la villa à l'aube, son manteau parfumé au tabac blond. Elle n'avait jamais osé parler, de peur d'être réduite au silence. Ses yeux brillaient d'une peur ancienne, comme si elle aussi portait un secret plus lourd que ses bras. J'ai alors su que ce n'était pas un simple adultère mondain, mais une histoire susceptible d'ébranler tout un cercle de pouvoir. Les rumeurs, dans ces milieux, voyagent plus vite que les yachts. À peine avais-je mis la main sur ces indices que des regards se sont posés sur moi. Aux réceptions suivantes, on me posait des questions détournées. Comment va-t-elle? Est-elle encore à Capri? Derrière ces banalités, je sentais une menace, comme si chacun cherchait à mesurer ce que je savais.
Je comprenais que ces secrets n'étaient pas seulement amoureux, ils étaient politiques, économiques et pouvaient ruiner des empires familiaux. L'amour interdit servait de paravent à des négociations plus sombres. Je me suis rappelé une soirée particulière, un bal masqué dans un hôtel privé de Rome. Elle portait un masque de velours noir et une robe carmin. Elle avait disparu une heure entière, réapparaissant décoiffée, le sourire tremblant. Ce soir-là, j'avais surpris une bague masculine glissée dans son sac, une bague frappée d'un blason politique. Elle l'avait vite cachée, prétextant une plaisanterie. Aujourd'hui, je comprends. Cet homme était lié non seulement à son cœur, mais aussi au cercle où se négocient des alliances interdites. Elle s'était jetée dans un labyrinthe dont elle connaissait les issues interdites. En feuilletant les lettres, je suis tombée sur une phrase répétée « Le coffre ne doit jamais rester ouvert ». Était-ce un avertissement? Un code? J'ai alors compris que la nuit de sa disparition, ce n'était pas le hasard si le coffre était entrouvert. C'était un signe destiné à moi, son unique témoin. Elle voulait que je sache, que je poursuive. Mais ce que je poursuis me dépasse, car derrière l'amant secret se dissimule une organisation invisible, un cercle où le pouvoir s'achète par le silence et se défend par la disparition. Plus j'avançais, plus je sentais ma loyauté se fissurer. Devais-je protéger son image ou révéler sa vérité? Était-ce trahir sa mémoire que de parler, ou la trahir encore davantage que de me taire? Chaque réponse me condamnait. J'ai commencé à me méfier de mes propres gestes, à craindre les ombres dans ma chambre d'hôtel, à suspecter mes appels interceptés. Les secrets que j'avais découverts ne m'appartenaient pas. Ils m'avaient choisi comme réceptacle et ils m'engloutissaient déjà. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'elle, assise sur les marches de la villa, un carnet en flammes entre les mains. Elle me disait « Ne cherche pas à me sauver, sauve seulement ce que j'ai écrit ». Je me suis réveillée en sursaut, convaincue que son absence n'était pas une fuite, mais une sentence. Ses secrets étaient devenus les miens. Et moi, je n'étais plus Anaïs, la confidente, mais l'héritière de ses ombres. Ce poids, je le porte encore, et il continue de me détruire. Après avoir découvert l'ombre de cet amour interdit, j'ai compris que sa disparition n'était pas qu'une affaire de passion. Elle touchait un réseau plus vaste, une toile tissée de noms qu'on ne prononçait qu'à voix basse. Le carnet manquant n'était pas un simple journal intime. C'était une cartographie du pouvoir, une constellation de politiciens, de banquiers et de magnats qui régnaient sur l'Europe comme des rois sans couronne. Plus je relisais ces lettres et ces fragments, plus je sentais que j'étais entrée dans un cercle où les vérités se paient en silence et où le silence se protège par le sang. Dans les semaines qui suivirent, j'ai été conviée à plusieurs réceptions mondaines. Officiellement, j'étais encore sa représentante de communication, celle qui devait justifier ses absences par des voyages philanthropiques ou des cures de repos. En réalité, j'étais scrutée. On me posait des questions anodines, mais les regards pesaient tout plus que les mots. Derrière un verre de champagne, un sénateur m'a soufflé « Dites-lui de ne pas rompre l'équilibre ». J'ai souri, comme on m'avait appris, mais mes entrailles tremblaient. Il savait qu'elle s'approchait d'un secret qu'elle n'aurait jamais dû toucher. J'ai compris alors que l'homme qu'elle appelait « mon fantôme » n'était pas seulement un amant clandestin. Il était lié à ce cercle invisible, peut-être comme messager, peut-être comme traître. Elle l'aimait d'une passion dévorante, mais lui, que voulait-il vraiment? Était-il protecteur ou bourreau? Chaque indice pointait dans deux directions contraires. J'imaginais leur rencontre dans des hôtels feutrés où les miroirs ne reflétaient que des demi-vérités. Je la voyais s'asseoir dans des salons dorés, croyant aimer, sans deviner qu'elle négociait en réalité sa propre disparition. Plus je fouillais, plus les preuves m'échappaient. Des serveurs effaçaient les registres des hôtels, des caméras perdaient subitement leurs images, des employés changèrent de version. C'était comme si une main invisible réécrivait chaque scène après coup. Le cercle du pouvoir n'avait pas besoin de menaces explicites. Il se contentait de remodeler la réalité. À mesure que je cherchais, je sentais ma propre identité se dissoudre. J'étais Anaïs, mais j'étais aussi un pion sur un échiquier où les coups avaient été joués bien avant que je n'entre en scène. Une nuit, j'ai été convoquée dans un hôtel particulier à Paris. Les tentures rouges étouffaient la lumière. Les tapis couvraient le bruit des pas. Un ministre m'attendait, son sourire tranchant comme une lame polie. Il m'a offert un verre de cognac et a dit calmement « Elle a fait confiance à quelqu'un qui ne devait pas exister ». J'ai voulu demander où elle se trouvait, mais il m'a coupé.
Vous n'avez pas besoin de savoir. Ce que vous devez, c'est rester vivante. » Ses yeux me fixaient comme pour mesurer ma docilité. En sortant, j'ai compris que ma vie était désormais sous surveillance. Dans ce cercle, chaque objet devenait un message. Le bracelet disparu n'était pas une parure, mais un gage d'allégeance. La bague trouvée dans son sac était plus qu'un souvenir d'amant. C'était une clé d'entrée. Je découvrais peu à peu que le luxe, dans ce monde, servait de langage codé. Les bijoux racontèrent des pactes. Les yachts abritaient des réunions secrètes. Les soirées masquées devenaient des tribunaux invisibles. Elle avait été happée par ce langage, croyant jouer à l'amour, quand elle écrivait en réalité la dernière page de sa liberté. Les pressions se firent plus fortes. Un soir, en regagnant mon appartement, j'ai trouvé la porte entr'ouverte. Sur ma table, une seule feuille. Une photo d'elle, prise le soir de Capri, descendant l'escalier. Au dos, une phrase écrite à l'encre noire. « Le silence est ta seule protection. » Je compris alors que je n'étais plus simple témoin, mais prisonnière du même piège. Chaque pas, chaque mot, chaque souvenir devenait dangereux. Le cercle ne pardonnait pas la curiosité. Je devais choisir entre l'oubli et la vérité, et j'étais incapable d'oublier. Pourtant, plus la peur m'encerclait, plus je sentais que je devais parler. Car si je me taisais, elle disparaissait une seconde fois. Elle avait confié ses secrets à des pages volées, et maintenant ces pages étaient devenues mes chaînes. Je la revoyais écrire, penchée sur son carnet, avec cette urgence qui ressemblait à une prière. Elle savait que le cercle finirait par l'engloutir, mais elle voulait laisser une trace. J'étais cette trace, malgré moi. Son absence était devenue ma mission. Raconter ce que d'autres avaient juré d'enterrer. J'ai commencé à relier les points. Chaque nom, chaque lieu, chaque objet prenait sens dans une cartographie plus vaste. Des politiciens financés par des fondations écrans, des entreprises familiales masquant des réseaux d'influence, des héritiers piégés par leurs propres privilèges. Elle avait découvert que le pouvoir se nourrissait des disparitions, que l'oubli était sa monnaie d'échange. Sa passion interdite n'était que la façade d'une lutte plus grande. Elle n'avait pas fui. Elle avait été effacée pour avoir vu trop clair. Et moi, je devenais l'héritière de sa clairvoyance. Ce soir-là, en rentrant, j'ai regardé la clé dorée que je portais toujours. Elle ne m'ouvrait aucun coffre, mais elle ouvrait ma mémoire. Je l'ai serrée contre ma paume, comme on serre une blessure. Le cercle du pouvoir avait pris son corps, ses bijoux, son carnet, mais il n'avait pas encore pris ma voix. Alors j'ai juré, tant que je respirerai, je raconterai son histoire. Même si chaque mot me rapproche du silence qu'ils lui ont imposé. Car dans ce cercle, le vrai crime n'était pas d'aimer. C'était de vouloir exister au-delà de leurs règles. Après Paris, je n'ai plus dormi sans lumière. Chaque bruit devenait un avertissement, chaque reflet un espion. Pourtant, je ne pouvais pas renoncer. J'ai commencé à suivre ses pas là où personne ne voulait regarder. Archives, ports, hôtels secondaires, témoins anonymes. Les pistes interdites, ainsi qu'on les appelait, n'étaient pas seulement dangereuses. Elles étaient interdites parce qu'elles révélaient ce que le cercle ne voulait pas laisser vivre. Chaque trace effacée me guidait, comme si son absence avait choisi de me parler à travers les silences. J'ai d'abord cherché à Capri. Dans le port, un marin m'a confié avoir vu une femme monter dans une embarcation de nuit, accompagnée de 2 hommes en costume sombre. Elle portait une robe claire. On aurait dit un fantôme, a-t-il murmuré. Il avait bu, mais ses yeux tremblèrent trop pour inventer. Quand j'ai voulu l'interroger davantage, il s'est rétracté. « Oubliez, ce que vous cherchez n'existe plus. » Puis il a tourné le dos, comme s'il venait de signer son propre pacte avec le silence. J'ai trouvé une autre piste à Rome. Dans un hôtel discret, la réceptionniste m'a remis une enveloppe laissée à mon nom, datée de 2 jours avant Capri. À l'intérieur, une clé de chambre et un mot griffonné « Ne crois pas les miroirs ». La clé ne correspondait à aucune chambre existante. Était-ce une énigme ou une preuve d'effacement? Le directeur, quand je lui ai montré, a pâli. Cette chambre n'existe plus. J'ai compris alors que le cercle effaçait non seulement les preuves, mais aussi les lieux. Ce n'était plus une enquête, c'était une descente dans un labyrinthe mouvant. À Paris, un journaliste indépendant m'a contacté. Il disait enquêter depuis des années sur la disparition d'héritiers, sur les suicides arrangés, sur les fortunes qui changèrent de main sans raison. Il connaissait son nom. Il connaissait aussi le mien.
Dans un café désert, il m'a montré un dossier. Photographies floues d'elle, articles censurés, témoignages barrés d'un tampon rouge. « Vous ne trouverez pas la vérité », m'a-t-il dit, « mais elle vous trouvera. » Je voulais lui demander plus, mais une ombre est passée derrière lui, et il a quitté le café sans se retourner. Je ne l'ai jamais revu. Chaque piste me rapprochait d'un mur invisible. Les hôtels me disaient qu'aucune réservation n'avait été faite. Les ports effaçaient leurs registres. Les domestiques que j'interrogeais disparaissaient ou reniaient leurs propres paroles. C'était comme courir après un fantôme dans une maison de verre. Je voyais les ombres, mais les portes restaient verrouillées. Je sentais que mes pas étaient suivis. Je voyais des silhouettes derrière moi, des voitures noires ralentir devant ma porte. Le cercle ne cherchait pas à m'arrêter. Il cherchait à m'épuiser, à me convaincre de m'effacer moi-même. Pourtant, j'ai persisté. J'ai retrouvé une ancienne amie à elle, une actrice célèbre qui avait partagé ses étés à Saint-Tropez. Dans son salon parfumé au jasmin, elle m'a confié qu'elle avait entendu des rumeurs, une liaison avec un politicien marié, des voyages secrets en Grèce, des soirées où les murs avaient d'eau des oreilles. Elle a baissé la voix. Elle savait trop de choses. Elle croyait jouer, mais c'est elle qui était jouée. Puis elle m'a prise par la main. « Anaïs, arrête. Le cercle ne te laissera pas finir ce que tu commences. » Son regard portait une peur ancienne, déjà vécue. J'ai commencé à douter de moi-même. Était-ce réellement son choix de disparaître, ou l'avait-on effacé? Ces lettres parlaient d'un amour interdit, mais les indices pointaient vers une machinerie plus vaste. Le cercle utilisait les passions comme des pièges, les désirs comme des armes. Elle avait cru aimer, et c'était peut-être là son erreur fatale. Je revoyais son sourire, cette nuit-là, mélange de défi et de désespoir. Elle savait que l'orage arrivait, et moi, je n'avais rien fait pour la retenir. Cette culpabilité me dévorait plus que la peur. À Genève, j'ai trouvé une piste bancaire. Des comptes liés à son nom avaient été vidés 2 jours après Capri. L'argent avait transité par des sociétés écrans aux îles Caïmans, puis s'était perdu. Mais ce n'était pas l'argent qui comptait. Dans l'un des relevés, j'ai trouvé une référence codée. Rendez-vous au 17. Ce chiffre revenait dans ses lettres, dans ses poèmes. Le 17 n'était pas une date, mais un lieu, un appartement privé, loué depuis 20 ans par un trust anonyme. J'ai voulu y aller, mais la porte était scellée et un homme m'attendait dans la rue, silencieux, les mains croisées derrière le dos. J'ai reculé. Les pistes interdites se refermaient une à une. À chaque fois que je croyais toucher la vérité, une main invisible effaçait la trace. Pourtant, ce vide lui-même devenait un langage. Si l'on détruit autant de preuves, c'est qu'il y avait une vérité à cacher. Elle n'avait pas disparu par hasard. Elle avait été sacrifiée sur l'autel de leur secret. Ce n'était plus une histoire d'amour ni de jalousie. C'était une opération. Et moi, en cherchant, je devenais le prochain pion à éliminer. Une nuit, dans mon hôtel, j'ai trouvé un nouveau message sous ma porte. Pas de mots, seulement sa photo, encore. La même que celle laissée sur ma table, mais cette fois déchirée en 2. Je l'ai prise comme un avertissement, mais aussi comme une preuve. Il savait que je cherchais, et il voulait que je sache que je ne trouverais jamais. J'ai serré la clé dorée contre ma poitrine. Je ne savais plus si je la cherchais encore, ou si je cherchais seulement à ne pas disparaître avec elle. Pourtant, malgré la peur, je savais que le chemin ne s'arrêtait pas là. J'ai compris que la vérité ne se trouvait pas à la surface, mais dans la géologie du secret. Strates de mensonges, couches de silence, veines de menaces. Pour avancer, j'ai cessé de chercher des preuves et j'ai commencé à chercher leurs absences. Où un registre s'interrompait, où une caméra cessait d'enregistrer, où une voix devenait soudain polie. Ces vides dessinaient une carte. Et cette carte me conduisit vers un lieu que personne n'avait nommé. Une villa secondaire, propriété d'une fondation culturelle, accrochée à la falaise, face à un horizon sans témoin. La grille était close, mais la porte du service portait la maladresse d'un cadenas remplacé trop vite. À l'intérieur, l'air sentait le papier humide et la cire froide. La maison n'était pas abandonnée. Elle était tenue en suspens. Dans un bureau aveugle, j'ai trouvé un coffre jumeau de celui de Capri. La même serrure, la même fente discrète. La clé dorée que je portais ne l'ouvrait pas. Pourtant, quand je l'ai glissée, un cliquetis a fracturé le silence, comme si la serrure reconnaissait non le métal mais la mémoire. Le coffre s'est entrouvert d'un souffle ancien.
À l'intérieur, pas de bijoux, seulement des pages arrachées, numérotées à la main et un dictaphone aux piles retirées. Sur les pages, des listes, noms d'armateurs, d'élus, d'hôtels privés, de salons qui n'étaient ni littéraires ni innocents. Entre deux colonnes, ces notes en marge, à l'encre bleue, pas confiance, ils achètent les disparitions. Si je tombe, racontez l'ombre. Je l'entendais écrire, la pointe du stylo appuyant sur la feuille, la respiration hachée. Ce n'était plus une histoire d'amour, c'était une cartographie du consentement forcé. Dans une enveloppe brune, j'ai découvert des photos prises à la volée. Elle, assise sur un banc de pierre, parlant avec un homme au profil dissimulé sous une casquette. La lumière disait l'aube, et son visage disait la décision. Au verso, une date, la veille de Capri, et une phrase. Il m'a promis une sortie. Était-ce son fantôme ou un de ceux qui organisent les apparences? Je sentis la jalousie ancienne se dissoudre en lucidité. Celui qu'elle aimait avait peut-être été son passeur, ou son geôlier. Dans la dernière chemise, une clé USB. Je l'ai glissée dans mon ordinateur, dans une chambre d'hôtel où les rideaux semblaient écouter. Un seul dossier, des relevés, des statuts, des courriels. Le cercle s'y dessinait, net, fondations écrans finançant des campagnes, yachts transformés en salle de négociation, héritier fragile, déclaré inapte afin de transférer la signature. Et dans un sous-dossier, une correspondance cryptée entre un conseiller politique et un intermédiaire sentimental. Les horodatages coïncidaient avec ces disparitions d'agenda. L'amour interdit avait servi de vecteur. Un tunnel sous les salons. La pièce manquante vint d'un détail. Un devis d'entreprise maritime pour transfert discret, nuit, 23h30. La mention d'un embarcadère privé, celui au pied de la villa où j'avais vu la berline s'arrêter. Ce soir-là, elle n'avait pas fui. Elle avait été transférée. De son plein gré, les messages ne décidaient pas. Mais un enregistrement audio, oublié dans un dossier brouillon, apporta la lame. Sa voix, basse, comme effrayée de se trahir. S'ils viennent, je pars. Pas pour disparaître, pour les forcer à me voir. J'ai de quoi les tenir. Elle croyait tenir le cercle par ses preuves. Elle ignorait que le cercle tient mieux encore ceux qui pensent le tenir. J'ai contacté le journaliste disparu. Sa ligne sonnait mort. Alors j'ai appelé le ministre au sourire poli, prétextant vouloir tourner la page. Il m'a reçu dans un bureau où les fleurs semblaient neuves tous les jours. Je lui ai montré la clé USB, juste assez pour qu'il mesure ma main. Son regard n'a pas scié. « Vous cherchez une vérité qui n'a pas de témoin, Anaïs. Laissez-la mourir. » Puis, presque tendre, « Dites-lui adieu. » Ce « lui » m'a lacéré. Il parlait d'elle au présent aboli. J'ai compris qu'il considérait de sa disparition comme une décision administrative, un dossier clos, un vœu exaucé par autrui. La nuit suivante, ma chambre fut fouillée sans fracas. Rien ne manquait, sauf l'angoisse qui me servait de veilleuse. J'avais dupliqué la clé USB. Il le savait. Il ne cherchait pas l'objet. Il cherchait l'aveu. Le matin, j'ai reçu un message anonyme. Une localisation, l'embarcadère privé. Aujourd'hui, marée basse. J'y suis allée. Sous les planches, dans une cavité dissimulée par des cordages, j'ai trouvé un sac étanche. À l'intérieur, son pendentif de verre, la mèche châtain et une bague frappée d'un blason. Pas de corps, pas de notes. Seulement des reliques, disposées comme un récit minimal. L'amour, le lien, l'allégeance. Alors la vérité a pris sa forme. Il ne tua pas toujours. Il transforme. On efface une présence jusqu'à ce que le monde s'habitue à l'absence. On déplace l'argent, on redistribue les signatures, on promet le retour, quand tout sera réglé. Parfois, on organise une nouvelle vie au loin, surveillée, intacte comme une prison élégante. Parfois, on fabrique l'accident parfait. Je n'ai pas trouvé son corps parce que ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était qu'elle cesse d'exister publiquement et que ceux qui l'aimaient cessent de croire qu'ils pouvaient la ramener. La disparition devient une frontière juridique. De l'autre côté, on parle bas. La clé dorée chauffait dans ma paume. Elle n'ouvrait plus rien, sinon ma responsabilité. J'ai refermé le sac étanche, j'ai remis les reliques à leur silence et je suis rentrée. J'aurais pu fuir, négocier mon oubli, épouser une tranquillité rémunérée. Mais sa voix, dans l'enregistrement, dans mes nuits, dans les marges en encre bleue, disait autre chose. Si je tombe,
raconte l'ombre. Voilà la vérité enfouie. Elle n'a pas renoncé. On l'a transformée en fantôme d'utilité publique. Et moi, je porte le devoir contraire. Tant que je parlerai, elle ne sera pas tout à fait absente. Tant qu'ils auront peur de mes mots, ils sauront qu'elle existe encore, là où leur géographie n'a pas prévu de rivage. Je porte encore la nuit de Capri en moi comme une cicatrice que je caresse pour ne pas l'oublier. Chaque détail que j'ai consigné, la clé dorée, le carnet arraché, la photo déchirée, est devenu preuve et prière. J'ai perdu une amie et une part de moi, et j'ai hérité d'une mission, empêcher que le silence qu'on impose devienne la règle. Je sais maintenant que les puissants achètent l'oubli avec des structures, des fondations et des contrats. Ils déplacent les corps et les récits comme on déplace des pièces sur un plateau. Mais ils ne sauraient posséder nos mémoires. J'écris pour rendre visible l'invisible, pour troubler leur confort, pour rappeler que derrière chaque disparition, il y a une personne qui ressent, qui espère et qui compte. Je vous demande de garder vive sa mémoire, partager son nom, poser des questions, refuser le confort du silence. Si vous avez une information, parlez. Si vous doutez, lisez entre les lignes. Je continuerai d'écrire, de chercher et d'appeler, même si les ombres répondent. Tant que quelques voix hurleront à la surface, elle ne sera pas tout à fait perdue. Rendez-lui justice par la parole et la mémoire vive toujours.